sommet, soit que c'était vraiment très complet. Les chantiers, ça doit être un peu problématique, ça. Alors la gestion des chantiers sur ce type de projet, c'est aussi l'intérêt en fait de la structure bois et de la structure métallique. C'est la préfabrication et la composition, si vous voulez, en module, qui permet effectivement de construire rapidement. Après, on a certains projets qu'on a vus ici, celui de David No tout à l'heure, qui a été construit en 6 mois par exemple. C'est aussi l'intérêt de la petite parcelle, c'est qu'on a peu de portée, donc finalement on peut construire assez rapidement notre système. Le vrai gros problème, ce serait plutôt, par exemple, pour le premier projet qu'on a vu, c'était celui près du château. Parce que là, on a des gros problèmes d'accessibilité, non seulement du matériel, mais même aussi des véhicules et des... C'était celui... Tac, 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 je vais y arriver. Voilà, celui-ci. Là, ça a été assez difficile en fait, d'amener le matériel sur place parce qu'il faut passer sous un Porsche, un autre Porsche. Voilà. C'est assez complexe. Mais finalement, on y arrive très bien. L'intérêt aussi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, si la composition des parcelles, un jour, elle s'optimise justement vers ce parcellaire étroit avec le petit chemin peut-être qui sépare les deux parcelles, par ce petit chemin central, on pourra aussi desservir assez facilement les parcelles. Ça permet de donner un accès maison par la rue et un accès jardin plus privatif qui permettra de passer la tondeuse, de passer plein de choses aussi assez facilement. Mais ça se fait, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. La question, c'est de savoir si ces projets-là, pour certains en dents creuses, rencontrent des difficultés au titre des recours de voisinage, puisque c'est quand même des implantations un peu particulières. Alors, des implantations particulières, oui. Faut savoir que la plupart de ces sites, en fait, ce sont les voisins qui divisent leurs parcelles et qui vendent. Donc avec le vendeur, il n'y a jamais trop de soucis. Après, encore une fois, ça doit se faire en bonne intelligence, j'ai envie de dire. L'architecte doit réfléchir au projet. Par exemple, ce projet-là qu'on a devant nous, il n'y a eu aucun souci parce que ça a été vendu par la copro juste à côté. Et les murs mitoyens qui sont autour, il n'y avait aucune visibilité dessus. Donc là, il n'y avait pas de problème. Le projet qu'on a vu tout à l'heure de Fabien Chabignot, hop, celui qui était recouvert de zinc, celui-ci, il n'y a pas eu de souci non plus avec les voisins parce qu'au contraire, lui, il a proposé un bâtiment sur une parcelle très fine qui n'ouvre pas du tout chez les voisins. Donc c'était plutôt optimal. Vous voyez, en fait, il y a très peu de vues sur les voisins. Encore une fois, c'est la bonne intelligence du projet qui doit le faire. Moi, j'ai pas eu sur les projets que j'ai présentés, j'ai pas entendu parler en tout cas de recours de voisinage. Sachez que sur des maisons où il y a les 1000 mètres carrés de terrain et où on met la maison au milieu, il y en a aussi. Il y en a largement des recours de voisinage. Moi, c'est plus un témoignage. Donc, je suis en train de finir une construction. Donc, en tant que maître d'ouvrage sur une parcelle de 160 mètres carrés, extrêmement contrainte, avec une imbrication en L, avec un voisin. Juste pour dire que il y a eu pas mal de difficultés, mais ce qui a été particulièrement difficile en stade de la conception, c'était de faire des choix. On voulait quand même une maison de 90 mètres carrés. Il fallait faire un garage parce qu'évidemment, c'est obligatoire. Vu les contraintes du PLU, après 12 mètres quand on était en second rideau en L, dès qu'on est en second rideau derrière une autre maison, on ne peut pas construire à plus de 3,50 m. Enfin, ça, c'est des choses qu'on a découvertes aussi au fur et à mesure. Donc quand même pas mal de contraintes. Et puis du coup, sur l'espace intérieur, on voulait quand même avoir au moins 2-3 pièces type chambre ou bureau. Et donc on a dû faire des choix, par exemple, en hauteur sous plafond, parce qu'on était contraint aussi en hauteur. Et bon, on a été accompagné par un architecte qui nous a aidés, mais malgré tout, reste cette difficulté. On a sacrifié la hauteur sous plafond pour pouvoir faire 3 niveaux, en fait. Alors, c'est clair et net, et ça, c'est aussi un de nos sujets au CAUE, bien évidemment, c'est la sensibilisation des élus et des techniciens des différentes communes lors de la rédaction d'un PLU. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de communes voudraient densifier, voudraient effectivement réaliser un tissu urbain un peu plus concentré pour plus de qualité. Et en même temps, on a ces cadres réglementaires qui ne sont pas du tout adaptés. Les 5 mètres de retrait en façade, on l'a hyper souvent. La limitation en hauteur, en cœur d'îlot, on l'a souvent. Alors quelquefois, elle est bénéfique, évidemment. Elle empêche évidemment le grand immeuble de 4 étages de se poser à côté des maisons individuelles pour caricaturer. Mais à côté de ça, elle ne sait pas s'adapter effectivement à des cas un peu plus particuliers où on est sur des phénomènes de densification. La transformation des PLU, les nouvelles réglementations du PLU vont avoir tendance normalement à permettre un petit peu plus, on va dire, de malléabilité, mais ça reste très compliqué. Le cadre réglementaire, c'est clair qu'il doit évoluer pour qu'on puisse arriver de manière optimale à réaliser ce type de construction, c'est clair.
Pascal Filâtre, architecte, enseignant à l'école d'architecture de Nantes. Mais finalement, on va revenir à la ville traditionnelle. C'est ça. Au bourg qui s'est constitué de manière un peu organique autour de l'espace central ou du monument central ou de la ville telle qu'elle est aussi. Et je pense qu'il se pose aussi la question, est-ce qu'on peut avoir des lieux de travail? Parce que justement, si on veut lutter contre le zonage, c'est aussi... maintenant, on développe de plus en plus le télétravail. Et il peut y avoir des ateliers d'artisans, des commerces, tout ce qui fait la saveur, la complexité de la ville traditionnelle qu'on peut réinventer de cette manière aussi. Mais c'est clair et net que l'enjeu est là. L'enjeu est là maintenant. Encore une fois, c'est notre réglementation qui devra trouver une adaptation finalement à ces nouveaux modes de vie qu'on prône aujourd'hui. On le voit transparaître dans plein de choses. C'est pas seulement l'architecture pour le coup. Mais effectivement, là, on a une réglementation tellement contrainte qu'il y a des nouvelles questions à se poser et ça prendra du temps, on le sait. Ouais, parce qu'il y a la question du zonage, quoi. Si on interdit les activités professionnelles, par exemple, Ça, c'est on certain. perdra quelque chose, quoi. Après, oui, tout à fait. D'autres remarques? Non. Oui. Alors, je voulais pas en parler ce soir, mais oui, c'est cher, oui et non. En fait, ce sera moins cher que si vous faites une villa de 200 mètres carrés sur un terrain de 1000. Non, après, il y a des contraintes techniques, évidemment. Ça, faut pas se mentir. Des contraintes de chantier, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les devis de chantier sont pas les mêmes que quand vous êtes sur le module classique et sur la construction par pain classique. Mais il y a plein d'alternatives à trouver. C'est pareil. Nous, on a un travail en tant qu'archi. C'est notre responsabilité aussi, c'est de répondre à un budget. Après, on essaye d'y répondre au maximum, c'est clair, dans les contraintes. Et c'est des choix, encore une fois. C'est-à-dire qu'on a des coûts de construction aujourd'hui, en plus, qui repartent à la hausse, là, évidemment. Mais on peut construire de manière intelligente. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de construire grand pour vivre dans du grand, en fait. On peut construire petit, mais vivre dans du grand, par plein de solutions, par ce rapport à l'extérieur, par les connexions, par la transparence, par plein de choses. Et puis, c'est vrai que les maisons de constructeurs, de toute façon, les maisons de constructeurs, elles ne rentrent pas dans dans des volumes aussi compliqués. Donc, voilà. C'est vrai que... Et puis c'est une forte valeur ajoutée après, quand on fait appel à un architecte, c'est vrai que c'est une forte... Je ne suis pas architecte, hein, mais c'est une forte valeur ajoutée au logement qu'on construit. Et, oui, et juste oui, parce que c'est vrai qu'aussi les constructeurs, ce qu'ils ont, c'est des maisons sur catalogue. Alors maintenant, il y en a qui travaillent la mitoyenneté, hein, avec un étage, la mitoyenneté. Mais bon, dès qu'on demande une modification parce que ça ne rentre pas sur notre parcelle, bah, tout de suite, c'est tant de milliers d'euros en plus. Donc finalement, je ne sais pas si... Et puis encore une fois, puisqu'on est dans la génération consommation, on commence à le prendre en compte. Mais vous achetez pas une voiture, vous construisez votre maison, le lieu dans lequel vous allez normalement vieillir, faire grandir vos enfants. C'est pas un produit consommable, c'est un produit qui se vit. Donc c'est quelque chose d'un peu différent. Alors là, je prêche pour ma paroisse, c'est forcément facile. Mais effectivement, par rapport à ce que disait Gaël, la maison du constructeur, on va essayer de rentrer au chausse-pied une forme qui n'a rien, enfin, qui n'a pas été pensée pour le site en tout cas. Et finalement, tout ce qu'on vous a présenté, c'est-à-dire ce rapport au contexte, ces vues lointaines, ce jeu de la pente, c'est impossible à mettre en place par une maison constructeur. Alors, pourquoi pas? Mais quelle ville on crée pour demain, pour soi et pour le contexte bâti alentour aussi?